Salut, c'est Thomas Rozek. Régulièrement dans notre pays, et dans ce podcast aussi d'ailleurs, se pose la question de l'identité, de son sens, de son cheminement, de ses implications. En fonction de qui la pose, d'où parle celui qui soulève l'interrogation, les débats qui en découlent prennent des détours parfois bien différents. Mais il n'empêche, plus que jamais, se définir est devenu un enjeu très contemporain. Un enjeu d'autant plus crucial lorsque notre identité et les multiples couches qui la composent ne correspondent pas aux stéréotypes dominants. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme noire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir et français ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme noire, française, en 2020 ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée, c'est Maboula Soumaoro. Elle est docteure en civilisation du monde anglophone, maîtresse de conférences à l'université de Tours et présidente de l'association Black History Month, dédiée à la célébration de l'histoire et des cultures noires. Elle est née en France de parents ivoiriens issus de la communauté Djoula et elle signe en ce début d'année un livre, Le Triangle et l'Hexagone, aux éditions de la Découverte, qui paraîtra le 6 février prochain. Elle y mêle le récit de son parcours intellectuel et personnel autour de son identité noire. Ce triangle, qui est évoqué dans le titre du livre, c'est le triangle atlantique, celui qui fait se rejoindre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, le circuit de la diaspora noire du fait de l'esclavage et des migrations. J'ai commencé par lui demander pourquoi on avait tant de mal à se figurer ou ne serait-ce qu'à qualifier ces déplacements de population noire comme étant une diaspora. Oui, à la verbaliser, à la conceptualiser et à la faire entrer dans une catégorie qui, paradoxalement, semble, je sais pas, devenir un peu exclusive, comme s'il y avait des peuples qui mériteraient ce statut, alors que d'autres ne le mériteraient pas. Dans les faits, la diaspora, c'est une dispersion, c'est ça que ça veut dire. Et dans les sciences humaines, il y a vraiment des règles pour décrire cette dispersion, c'est-à-dire départ d'un point A vers au moins un point B et C, au moins deux destinations différentes, des liens qui sont maintenus entre les populations en dispersion, des liens qui sont maintenus avec la terre d'origine, réelle ou fantasmée, enfin voilà, il y a des règles. Et donc en fait, il y a des chercheurs qui se sont dit, en fait, on peut appliquer ces règles aux populations noires, aux populations d'ascendance africaine. Est-ce que cela a à voir avec le traitement historique et le traitement scientifique et le traitement culturel des populations dont on parle? Oui, ça peut être une piste de réponse, mais c'est vrai que c'est une entrée tardive, mais qui, en France, ça reste encore un peu nouveau, mais depuis les années 60, en fait, dans le monde anglophone notamment, il y a vraiment ce qu'on appelle les Africana Studies, donc les études consacrées à cette diaspora noire ou africaine. Ça aussi, c'est un débat. Voilà, les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point. Il y a litige sur ce point sémantique-là aussi. Vous, dans votre parcours, dans ce triangle qu'on évoquait, on l'a dit, un des points saillants, une des pointes de ce triangle, c'est les États-Unis. Vous avez passé de nombreuses années, vous avez étudié aussi beaucoup. Dans ce livre, il est question notamment de la manière dont vous croisez la route de grandes figures de la culture noire qu'on ne connaît pas, francophone et française. Francophone et française qu'on ne connaît pas en France. C'est Édouard Glissant et Maryse Condé. Exactement. Donc ce sont deux personnes que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, que j'ai rencontrées aux États-Unis il y a exactement 20 ans. C'était en 1999, j'étais toute jeune. Et ce sont vraiment deux personnes dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Vous dites même, vous avez posé la question à votre sœur qui était étudiante en lettres modernes et qui vous disait que... Ça me dit quelque chose. Voilà, ça me dit quelque chose. Édouard Glissant, oui, j'en ai vaguement entendu parler. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on en a une, quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en couper. On peut dire, ça m'embête, toutes ces histoires-là, mais on a fait un choix. Quand on n'en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité. Et donc, vraiment, la rencontre avec ces deux enseignants, puisque je les ai d'abord rencontrés en tant qu'enseignants avant de les lire même. Je les ai lus une fois que j'ai pris les cours avec eux. Ce sont deux grands esprits qui n'ont jamais été titularisés au sein de l'université française, alors que vraiment, j'ai rencontré Édouard Glissant en premier à la City University of New York, au Graduate Center où j'étudiais. C'était une superstar. C'était vraiment une superstar. Enfin, tous les étudiants inscrits en études françaises voulaient prendre des cours avec lui. Les collègues, enfin, l'adoraient. Voilà. Et moi, je l'ai découvert. Enfin, c'est comme un pas de côté, c'est comme un détour. Je l'ai découvert une fois que j'ai quitté la France.
Et aujourd'hui encore, oui, on en parle un peu. Glissant, il est mort en 2003, on en parle, mais je ne sais pas s'il est étudié systématiquement. Enfin, c'est pas... Il n'a pas l'aura, en tout cas, qu'il avait et qu'il a encore. Voilà, et pareil, parce que là, on parle du Graduate Center, donc l'université publique de la ville de New York. Marie Scondé, elle a fini sa carrière à Columbia University, c'est la Ivy League. Donc, c'est l'élite. C'est l'élite universitaire américaine. Exactement. Et non, ils ont fait carrière là-bas jusqu'à la retraite. Ils étaient là-bas. Là où eux se sont épanouis intellectuellement là-bas, vous aussi, quelque part en parallèle, vous découvrez, vous vous épanouissez. Vous dites même dans le livre que vous êtes devenu noir aux États-Unis. Oui, non, ça c'est vrai parce que je pense que quand je suis partie aux États-Unis, paradoxalement, j'ai regardé la France d'une autre façon. Et déjà, je me suis définie comme française aux États-Unis, puisque moi j'avais grandi en France, je suis née à Paris et on m'a toujours demandé d'où je venais. On m'a toujours demandé, c'était systématique. Et c'est seulement une fois aux États-Unis, une fois à New York, qu'on a continué à me demander d'où je venais, mais dans ce cas de figure, pour moi, il n'y avait pas de problème puisque j'étais effectivement étrangère. Donc, j'ai commencé à réfléchir à la question de savoir qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire d'être étrangère dans son propre pays. Et est-ce que la France était mon pays ? Moi, j'ai été tiraillée entre le rêve de mes parents, le rêve du retour, et puis les injonctions françaises. Enfin, il y a quelque chose par rapport à cette couleur de la peau qui définit quand même, ou qui impacte très lourdement nos expériences personnelles. Donc, en fait, c'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, c'est là que je me suis reconnue, acceptée comme noire, qui est pour moi une chose différente que de me décrire comme ivoirienne ou comme africaine. C'était ça, quand je grandissais. C'était pas une perception nationale. Voilà, c'était pas seulement national. Ouais. Noir, peut-être que c'est plus grand qu'ivoirien, ou peut-être que c'est plus grand qu'africain, et ça me place en conversation avec d'autres cultures, d'autres histoires. Mais il a vraiment fallu partir de la France pour voir tout ça, et c'était assez libérateur, je dois le dire, peut-être de ne plus porter de honte ou de ne plus porter je sais pas, une sorte de complexe d'extériorité ou quelque chose comme ça. Là, je me disais, je peux être à l'aise partout. Je peux être à l'aise en Afrique, je peux être à l'aise, et pas seulement en Côte d'Ivoire, je peux être à l'aise en France, je peux être à l'aise aux États-Unis, je peux être à l'aise à la Jamaïque où j'ai passé beaucoup de temps, et que vraiment ce corps, n'était pas seulement un problème. Vous avez expliqué par la suite avoir eu honte de la honte, de vous en être voulu, d'avoir à un moment de construction à l'adolescence ou quand vous étiez plus jeune, d'avoir rejeté au moins inconsciemment la culture de vos parents. Oui, parce que vraiment là, c'est une honte réelle. C'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on est né en France et qu'on est noir et qu'on est africain, il y a vraiment tout un discours ou des choses qui se passent qui vous font sentir que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas comme les autres. Et c'est pas seulement la différence, c'est la différence infériorisée. Si on est, je sais pas moi, américain en France dans les années 80, je pense pas que cette différence-là puisse être source de honte. Moi, il y a vraiment eu ces moments de on mange pas comme les autres, on sent pas comme les autres, ma mère a un accent, elle porte des pagnes, des boubous, enfin voilà. Et j'ai pas été, on va dire, encouragée à l'extérieur, je n'ai pas été encouragée à valoriser tout ça. Pour mes parents, il n'y avait pas de problème. Enfin, pour les Djoula, c'est surtout d'où on vient, très traditionnel, très sûr d'eux-mêmes. On a une généalogie précise. Voilà, ça, il n'y a pas eu de honte de la part de ma mère. Moi, c'était moi et d'autres, je pense, c'était on n'est pas comme les autres. Et au final, on n'arrive pas, mais on n'est pas blanc. L'identité française, elle était quand même assez racialisée. Donc, on n'est pas blanc, on n'est pas français, même s'il y avait des blancs étrangers, enfin d'origine étrangère, des Italiens, des Portugais, je sais pas moi, des Yougoslaves à l'époque. Mais il y a quelque chose de cet ordre et sur lequel on ne dit pas, on ne met pas de mots parce que la France nous raconte des choses, les parents nous disent autre chose. Et puis au final, il y a ce troisième espace auquel j'ai accès qui me permet peut-être de me réinventer, qui me permet de me choisir et qui me débarrasse de cette honte et qui me permet en tout cas sur le long terme, de combiner toutes ces identités, qu'elles soient françaises, ivoiriennes, djoula, en me disant oui, je ne serai pas 100% française, je ne serai pas 100% djoula, je ne serai pas 100% ivoirienne, mais c'est pas grave, il y a plus grand que ça. Vous mentionniez le retour au pays, le fantasme du retour au pays, qui est un classique de la migration et de l'immigration. De la diaspora. Et de la diaspora, de toute façon. Vous avez expérimenté le retour au pays en revenant
Oui. en France. Oui. Ah oui. Oui, il y a un moment, j'ai fini par rentrer. J'ai dû faire une dizaine d'années, vraiment d'aller-retour. Pendant 10 ans, j'ai fait des allers-retours incessants entre Paris et New York. Et à un moment, il y a exactement 10 ans, je suis revenue en France, où j'ai commencé à enseigner et que j'ai été titularisée, ce qui veut dire que j'ai payé mes impôts en France uniquement. Voilà. Et là, le retour a été un peu compliqué, parce que déjà, il y avait eu un départ qui n'est pas le même que celui de mes parents, qui quittent leur lieu, voilà, dont ils sont sûrs. Moi, il y avait déjà un départ sur un lieu qui n'était pas sûr, qui n'était pas mien à 100%. Et au final, je reviens en me disant, non, mais finalement, ce pays m'appartient aussi. Et là, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué. Il y a toujours cette question du problème que poserait la double nationalité. Il y a toujours ce problème tabou qui est celui de la race, où il y a plein de choses qui m'arrivent en tant que personne et en tant que femme noire. Et on me dit que non, ce n'est pas lié à ça. Donc, oui, je parle d'une aventure ambiguë, qui est évidemment une référence à l'ouvrage de Cher Hamidou Khan, L'aventure ambiguë. Mais oui, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que vous revenez dans une période qui est compliquée politiquement, en France, notamment sur ces questions de rapports raciaux. Oui, c'est compliqué depuis 2005, encore plus, depuis 2004. Mais par exemple, 2004, c'était où il y a eu la loi sur les signes ostentatoires, religieux à l'école publique. Mais là, j'étais encore aux États-Unis. Mais en 2005, par exemple, au moment des soulèvements dans les quartiers populaires, il se trouvait que j'étais en France à cette période et j'étais vraiment effarée par ce que j'entendais, mais dans les médias. C'était peut-être la première fois de ma vie que je prêtais autant attention au discours public, en fait. Au discours public, la puissance médiatique, la puissance politique. Et donc, à partir de 2005, je m'étais vraiment penchée sur mon expérience française, alors qu'avant, au niveau de l'université, moi, je suis angliciste, je suis américaniste. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, et nous, qui sommes-nous en France? Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être noir, d'être arabe? Voilà, depuis, évidemment, il y a les populations roms aussi, auxquelles j'ai prêté plus attention. Mais je me suis posé cette question. Et à partir, donc, quand je reviens en 2009, Sarkozy, il a été élu président en 2007, il y a l'après 2005, et il y a des choses quand même qui se mettent en place où on commence à parler publiquement. J'insiste sur l'aspect public parce que ce sont des conversations qui avaient lieu dans le privé. Là, on peut plus éviter cette question au niveau des institutions, au niveau des politiques publiques notamment, au niveau des médias, on peut plus. Donc moi, je rentre exactement à ce moment-là. Et justement, ce retour, il s'accompagne de l'acceptation de devenir une personnalité publique et de prendre la parole en public et d'aller notamment sur les plateaux de télé, quitte à se confronter à la violence, des fois verbale en tout cas, qu'on peut y trouver et qu'on y trouve encore aujourd'hui. Exactement. Donc au départ, j'ai été encouragée à le faire. Moi, j'avais une trajectoire assez individuelle. J'ai pas du tout la culture associative ou souvent on me dit que je suis militante, mais les personnes ne connaissent pas mon parcours pour dire. Vous êtes surtout chercheuse ça. en fait. Oui, voilà. Oui. Et puis une geek. Vous dites que vous êtes une geek. Je suis une geek. Voilà, je traînais dans les bibliothèques. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'à partir de 2009, je commence à rencontrer des gens qui font des choses au niveau associatif, au niveau politique et au niveau médiatique, qui me disent il faut que tu racontes ton histoire, il faut que tu racontes ton parcours. Et donc à partir de là, à partir de 2012, j'ai reçu les premières invitations pour parler. Et c'est là que la difficulté s'est posée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce corps noir de femme qui prend la parole en public et qui dit les choses que je dis, en fait. Et ces choses-là sont... Vraiment, vous avez parlé de violence et je pense que vous avez raison. C'est incroyable le retour de flamme quand on ose dire certaines choses. Et je dis ose alors que pour moi, c'est pas oser. Enfin, c'est des choses qui non seulement font sens, mais en plus que j'ai travaillé. Voilà, c'est aussi mon expertise. Mais là, on voit bien que le corps parle plus fort que moi. Je peux pas vous dire la haine, les torrents de haine jusqu'à aujourd'hui. Et plus on est exposé et plus cette haine est exponentielle. Et clairement raciste. Cette prise de parole publique, cette vie publique qui s'est développée pour vous après ce retour en France, il s'est accompagné aussi d'activités militantes, d'organisations, notamment le Black History Month. Voilà. Alors, militante, je sais pas, mais oui, il y a un certain militantisme. Mais son acceptation très large. Voilà, parce que souvent, moi je trouve que cette étiquette de militante qui me colle à la peau, elle participe aussi à ces tentatives de délégitimisation. Comme si, et sans manquer de respect aux militants, mais comme si les militants étaient dans la
passion, dans la politique et pas dans la réflexion, et pas dans la réflexion. Mais c'est vrai qu'avec Black History Month, on a monté une association culturelle qui cherche tout simplement à mettre à l'honneur les cultures noires, notamment issues de cette diaspora, ou même peut-être un jour issues du continent. Et c'est ça, et les mettre à l'honneur, pourquoi ? Parce qu'elles sont soit moins mises à l'honneur, ou soit quand elles le sont, elles sont très mal mises à l'honneur. Donc voilà, nous on propose quand on peut, des programmations. On essaye de faire en sorte qu'elles soient publiques, que ces événements soient publics. Et voilà, de manière à réparer. C'est une forme de réparation. Et vous décrivez l'incompréhension parfois qui vous arrive de rencontrer lorsque vous organisez, donc des fois avec des prestataires des salles, des agences de communication qui des fois ont beaucoup de mal à comprendre quel est le principe et quel est le concept. Exactement, parce qu'ils ont du mal, puisqu'ils ont on parle de processus de racialisation, donc ils ont une image du noir, et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes la noire, et que quelqu'un qui n'est pas noir va vous expliquer comment il faut être noir. Et comment il faut être noir ne rentre pas toujours en adéquation avec vous et votre expérience. Oui, c'est-à-dire que moi, je me dirais, je serai noir comme je le veux. Quoi que ce soit, quelle que soit ma vision des choses, ça sera la mienne. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments cocasses j'en ris aujourd'hui, mais en fait, c'est pas drôle parce que c'est toujours des guerres symboliques et toujours sur la question de la représentation. Qu'est-ce qu'on va mettre sur l'affiche ? Qu'est-ce qui paraît comme noir ? Est-ce qui paraît comme noir, qui est donc différent de africain ? Noir, c'est seulement envisageable du côté des États-Unis. Black Panther, Malcolm X, Martin Luther King, Mohamed Ali. Voilà, ça c'est noir. Nous, comme nous sommes les Blacks de France, et pour moi ce terme il est intéressant, le terme Black, parce que à mes yeux il renvoie à l'impossibilité de nous dire. Dire vous êtes noir. Vous êtes noir et français, parce qu'on peut dire un Africain. Oui. Aujourd'hui on peut dire un migrant. Je suis sûr que si quelqu'un voit ma mère dans la rue, il va pas dire c'est une Black. Quelqu'un va dire c'est une maman africaine ou quelque chose comme ça. Mais quand quelqu'un me voit, c'est moi la Black. Et la Black, cette impossibilité de recourir à la langue française, ce bien commun, montre pour moi, met en lumière cette impossibilité de nous ancrer en France. Donc, ce qui va devenir intelligible, ce qui va devenir pratique et lisible de manière très immédiate, ça va être des Noirs des États-Unis. Voilà, des Noirs des États-Unis ou des Africains d'Afrique. Mais nous, on sait pas. Ça reste les invisibles au milieu. Ce livre, il se conclut sur un double appel, quelque part, un appel à une convergence des luttes, qu'elles soient raciales, sociales ou des luttes de genre, mais aussi quelque part, et ça traverse toute votre réflexion, à une convergence des disciplines, une convergence des cultures, une convergence des mondes intellectuels qui restent encore assez séparés, que de mélanger la littérature, la politique, toutes ces choses-là, en fait, que vous avez touché du bout des doigts. Oui, mais je pense que c'est une question importante, mais quand on étudie cette diaspora noire africaine, on a déjà éclaté tous les modèles, et notamment le modèle de l'État-nation. Quand on parle de diaspora, vu qu'on a dit qu'on partait d'un point A pour un point B, et c'est au minimum, on peut pas dire ça c'est strictement brésilien, ça c'est strictement américain, ça c'est strictement même français, puisque la France fait partie de cette diaspora. Donc dès le départ, dans les outils d'analyse, dans la méthodologie, on est dans une sorte de transnationalisme, internationalisme de fait. Et je pense que cet état des choses se réverbère aussi dans l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. On est obligé. Qu'est-ce qui va être dit dans la littérature qui va renvoyer à des éléments historiques précis, à des notions de sciences politiques ? C'est de fait. Enfin, je veux dire, la diaspora implique ça. Et les populations d'ascendance africaine dispersées à travers le monde impliquent ça. Donc on est obligé de, je sais pas, de faire de l'économie, de l'étude des productions culturelles, de l'anthropologie, de la littérature. Il y aura un peu de tout partout, parce que c'est comme un autre cadre. C'est comme un autre cadre. Et ce décadrage, justement, cette sortie du cadre, elle impose justement aussi de se poser des questions qui ne soient pas uniquement raciales, mais également sociales ou des questions de genre. Exactement, parce que c'est vrai que l'identité raciale, elle peut être une identité totalisante, mais les conséquences de cette catégorisation raciale, elles se déclinent à plein de niveaux. Donc on pourrait, moi je m'intéresse à certaines choses, mais on pourrait parler de la santé mentale, on pourrait parler du handicap, on pourrait parler de toutes ces choses. Parce que être noir, c'est
c'est une donnée parmi d'autres. On peut être noir et pauvre, on peut être noir et homosexuel, on peut être noir et riche, on peut être noir et trans. Voilà. Donc on peut pas se dire trans c'est ci, noir c'est ça, musulman c'est ça, parce que on peut être. Et si on est noir et musulman, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression qu'on a du mal, puisqu'on a besoin de ces catégories strictes qui ont bien servi à organiser le monde. Mais maintenant les êtres humains existent. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à la réalité de l'expérience de ces êtres humains? C'est ça la question. Un des livres que je cite est une anthologie féministe noire des États-Unis et qui dit, si on la traduit en français, toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais certaines parmi nous sont courageuses. Parce que dans l'idée, c'était le mouvement féministe a été conçu comme blanc, de fait, blanc, classe moyenne. Pour un noir, on a pensé aux hommes. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est ni blanche et ni homme? Moi-même, par exemple, qui ai enseigné longtemps à l'université, pas à l'université, mais en prison aux États-Unis et en France, je me souviens que j'ai dû me reprendre pour me dire je veux enseigner dans une prison de femmes. Parce que dans mon esprit, la catégorie prisonnier, la catégorie personne incarcérée, c'est un homme. C'était un homme. Alors qu'il y a des femmes, où on pourrait se dire il y a des mineurs aussi en prison. Voilà. Donc c'est toutes ces catégories générales, bien acceptées, bien installées, qu'on doit questionner. Et c'est pas grave, enfin je veux dire, c'est important, j'allais dire c'est pas grave, c'est important, mais faut pas en avoir peur parce que sinon on est dans la négation simple de la réalité des vécus des personnes dont on parle. Donc noir, c'est plein de choses, c'est très très vaste comme catégorie et ça n'exclut pas les autres. Alors que généralement, si on s'appuie uniquement sur ces autres catégories, on peut exclure à cause de la manière dont la race fonctionne. Évidemment, sur les nombreuses questions qui irriguent celle centrale de l'identité, je ne peux que chaleureusement vous conseiller l'écoute d'un autre podcast de Binge Audio où notre invité a déjà été reçu d'ailleurs, Kif Taras, de mes camarades Rokhaya Diallo et Grassley. Merci à Maboula Soumaoro pour ses réponses. Je le redis, son livre Le Triangle et l'Hexagone, il paraîtra le 6 février prochain aux éditions de La Découverte. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.